Pendant que vous dînez tranquillement ou que vous vous préparez à dormir, des centaines d'avions décollent en ce moment même vers l'Europe, et la grande majorité traverse l'Atlantique alors que l'océan est plongé dans l'obscurité la plus totale. Voler de jour semblerait pourtant tellement plus logique, plus confortable, plus rassurant pour la majorité des passagers. Alors pourquoi la quasi-totalité des compagnies aériennes choisit-elle délibérément de faire cette traversée en pleine nuit? La réponse n'a rien à voir avec une quelconque dangerosité du vol de jour. Elle se cache derrière l'argent, la stratégie, les horaires et des milliards de dollars en jeu à chaque instant. Avant de vous dévoiler, car il ne s'agit pas simplement de traverser un océan. Il s'agit de faire en sorte qu'un Boeing 787, un 777, un Airbus A330 ou A350 génère le maximum de profit possible à chaque heure passée dans les airs. Pour comprendre cette obsession, il faut d'abord saisir une chose essentielle. L'Atlantique Nord est l'un des corridors aériens les plus précieux de toute la planète. Rien qu'entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ce sont des dizaines de millions de passagers qui transitent chaque année, générant des milliards de dollars de revenus. Des routes comme New York vers Londres, Boston vers Dublin, Toronto vers Lisbonne ou Atlanta vers Amsterdam sont de véritables mines d'or. La liaison New York-JFK vers Londres Heathrow reste d'ailleurs historiquement l'une des plus rentables au monde, particulièrement pour British Airways, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta et United. En haute saison, un seul siège en classe affaires peut se vendre entre 3 000 et 8 000 dollars l'aller-retour. La première classe, elle, peut allègrement dépasser les 10 000 dollars. Sur un 787, qu'il s'agisse de la version 9 ou 10, ou sur un Boeing 777-300, selon la configuration, un unique vol peut générer des centaines de milliers de dollars de revenus bruts. Alors, si un vol rapporte autant d'argent, pourquoi s'obstiner à partir la nuit? Parce que le véritable enjeu commercial ne se joue pas pendant le vol, mais au moment de l'atterrissage. La grande majorité des voyageurs d'affaires souhaitent décoller en fin d'après-midi ou en soirée depuis l'Amérique du Nord, dormir durant le trajet et se poser en Europe le matin. Un vol quittant New York à 20 h peut ainsi atterrir à Londres vers 8 h du matin, heure locale. Le passager peut alors filer directement en réunion, enchaîner ses correspondances, poursuivre sa journée sans perdre une seule minute. Imaginez maintenant l'inverse. Un départ à 10 h du matin, avec une arrivée en Europe en pleine nuit. Fatigue accumulée, hôtel coûteux, correspondance limitée, productivité en chute libre. Pour un passager premium, cette option perd tout son attrait. Et lorsque l'essentiel des profits d'une compagnie repose sur la classe affaires, ce détail pèse lourd dans la balance. Mais ce n'est pas le plus fou. British Airways, par exemple, a historiquement bâti une partie considérable de son modèle économique sur les voyageurs d'affaires de l'Atlantique Nord. Et bien que la cabine premium occupe un espace bien plus restreint que l'économique, elle peut représenter une part gigantesque du bénéfice total d'un vol. Sur certaines liaisons, les passagers premium ne représentent même pas 20% de l'occupation totale de l'appareil, mais génèrent pourtant plus de 50% des revenus. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car il faut aussi compter avec l'utilisation intensive de l'appareil lui-même. Un Boeing 787-9 peut coûter entre 240 et 330 millions de dollars selon la version, tandis qu'un 777-300 ou un 770X peut grimper encore plus haut selon le modèle et les accords négociés. Même avec des remises considérables obtenues par les compagnies, ces investissements demeurent colossaux. Et chaque heure passée au sol représente littéralement de l'argent perdu. C'est pour cette raison précise que les compagnies aériennes cherchent à maximiser l'utilisation quotidienne de leurs appareils, souvent entre 12 et 16 heures d'affilée. Un 787 peut ainsi effectuer une traversée nocturne vers l'Europe, passer un minimum de temps immobilisé au sol, puis repartir immédiatement en journée vers l'Amérique. Un 777, particulièrement sur les routes à forte demande, peut suivre exactement le même schéma, mais avec davantage de passagers et souvent davantage de fret. L'exemple le plus classique reste un départ de JFK vers Londres Heathrow en pleine nuit, suivi d'un retour de Heathrow vers JFK le matin ou l'après-midi européen. L'appareil travaille ainsi presque sans interruption. Et c'est là qu'apparaît une différence absolument cruciale entre les deux modèles d'avion. Le 787 a été conçu autour d'un principe simple, l'efficacité énergétique. Il consomme environ 20 à 25% de carburant en moins que les générations précédentes, comme les vieux 767, selon la configuration retenue. Cela en fait l'appareil idéal pour les routes transatlantiques où la demande reste forte, sans pour autant être absolument gigantesque. Le 777, de son côté, demeure une bête de somme pour les marchés premium à forte densité. Il peut transporter davantage de passagers, davantage de fret et générer des revenus considérables, mais au prix d'une consommation de carburant nettement supérieure.
Voilà pourquoi, sur les routes où remplir un maximum de sièges premium et de soutes cargo devient rentable, le 777 reste roi. Mais sur les marchés où l'efficacité et la flexibilité priment, c'est le 787 qui brille. Concrètement, un 787 consomme entre 5 et 5,8 tonnes de carburant par heure, tandis que les grandes variantes du 777 dépassent largement ce chiffre, selon le poids et la route empruntée. Sur des vols quotidiens, cet écart peut représenter des millions de dollars d'économie chaque année. Et attention, ça devient encore plus étrange, car tous les vols transatlantiques ne partent pas de nuit. Certains vols diurnes existent bel et bien, mais ils obéissent à une logique totalement différente. Un vol Londres vers New York en journée reste par exemple très courant, car il profite du décalage horaire en voyageant vers l'ouest. Un départ de Londres à 14 h peut ainsi atterrir à New York vers 17 h locales. Une aubaine pour les voyageurs qui souhaitent encore profiter d'une partie de leur journée. Mais vers l'Europe, la logique du temps s'inverse complètement. On perd des heures à cause du décalage, ce qui transforme la nuit en véritable outil commercial. S'ajoute à cela l'influence du courant G, ces vents d'altitude capables de dépasser les 150, voire les 200 km/h vers l'est, qui permettent souvent de réduire considérablement la durée du vol et la consommation de carburant. Un trajet New York vers Londres peut ainsi durer entre 6 et 7 heures, tandis que le retour peut en prendre jusqu'à 9. Cette différence de durée signifie des économies substantielles en carburant, en personnel navigant et en maintenance des appareils. Et justement, parlons du carburant, l'un des postes de dépenses les plus lourds de l'industrie. Il peut représenter entre 20 et 30% des coûts opérationnels totaux d'une compagnie aérienne, selon le prix du pétrole. Sur les vols long courriers, la moindre optimisation peut permettre d'économiser des milliers de dollars par trajet. Une seule traversée de l'Atlantique peut ainsi consommer pour plusieurs dizaines de milliers de dollars de kérosène. C'est pourquoi les routes, les altitudes et l'efficacité météorologique deviennent une obsession absolue pour les compagnies. Les fameux NAT-Tracks ou North Atlantic Tracks fonctionnent comme de véritables autoroutes invisibles au-dessus de l'océan, réajustées quotidiennement selon le climat et les vents. Ce ne sont pas des routes fixes. Elles changent chaque jour pour maximiser à la fois l'efficacité et la sécurité. La nuit, particulièrement en direction de l'Europe, ce trafic massif coïncide avec des créneaux de départ soigneusement stratégiques. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard, c'est une véritable chorégraphie mondiale, où des dizaines de vols Delta, United, Air Canada, Lufthansa, Air France, KLM, Iberia, TAP ou Aer Lingus, opérant en 787, 777, A330 ou A350, convergent simultanément dans ces vagues transatlantiques nocturnes. Et voici le détail le plus déterminant de toute cette mécanique. Les aéroports européens adorent littéralement ces arrivées matinales, car elles alimentent directement leur correspondance continentale. Un passager parti de Chicago, Montréal ou Washington peut ainsi enchaîner rapidement vers Barcelone, Milan, Istanbul ou même Johannesburg. Un atterrissage trop tardif ferait manquer des dizaines de correspondances, et avec elles, des millions de dollars de revenus s'évaporeraient instantanément. Des cas concrets viennent d'ailleurs confirmer cette stratégie. Aer Lingus et Icelandair ont littéralement bâti leur modèle économique autour de hubs comme Dublin et Reykjavik, spécifiquement pour optimiser ses correspondances entre l'Amérique et l'Europe. Pendant ce temps, des géants comme British Airways, Lufthansa, Air France, Delta, United ou American combinent différents types d'appareils selon la demande, entre Airbus A330, A350, Boeing 767, 777, 787 et même certains A321 XLR sur des marchés plus spécifiques. Le facteur humain entre également en jeu. Dormir dans un avion n'est jamais une expérience parfaite, mais les appareils long courrier modernes ont considérablement transformé cette réalité grâce à une meilleure pressurisation, une humidité accrue en cabine et des aménagements pensés pour réduire la fatigue. Ces améliorations rendent les vols de nuit d'autant plus attractifs pour les passagers souhaitant atterrir prêts à travailler ou à enchaîner une correspondance. Certains appareils misent avant tout sur l'efficacité, d'autres sur la capacité, le confort ou l'espace premium, selon la stratégie propre à chaque compagnie. Les compagnies aériennes conçoivent même leurs cabines et leurs services entièrement autour de ce schéma nocturne. Repas rapides, éclairage tamisé, service réduit, petit déjeuner servi juste avant l'atterrissage. Tout est pensé pour transformer ce vol en une nuit productive. Mais ce n'est pas tout, car il existe un dernier facteur trop souvent ignoré,
Le fret. De nombreux vols transatlantiques traversent l'océan non seulement avec des passagers, mais aussi avec des médicaments, des composants électroniques, des pièces détachées, des denrées périssables et des marchandises urgentes. Cette cargaison en soute peut représenter dans bien des cas une part absolument déterminante de la rentabilité globale du trajet. Alors, est-il impossible de voler de jour? Bien sûr que non. Mais pour la grande majorité des routes, en particulier d'ouest en est, la nuit reste tout simplement plus rentable, plus stratégique et commercialement plus intelligente. Racontez-moi en commentaire si vous préférez les vols de nuit ou de jour pour vos longs voyages. Et si l'aviation vous fascine autant que moi, une autre vidéo pleine de secrets sur ce monde vous attend juste après celle-ci.